Anheuser-Busch InBev. Avons-nous une opportunité d'investissement sur cette compagnie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je prendrai ici le ticker symbole européen. C'est une compagnie qui est cotée. C'est une compagnie belge. On va le dire comme ça. Donc, est-ce que c'est éligible au PEA? J'en sais rien du tout. Allez vérifier ça de vos côtés ici. Donc, je prendrai la compagnie belge. Donc, le ticker symbole belge. OK? Donc, ça veut dire quoi? Vous connaissez cette compagnie? Si vous ne la connaissez pas, Corona, etc., toutes les marques, Michael Kors, Stella Artois, je sais pas moi, Modelo, c'est Anheuser-Busch InBev. C'est le leader mondial pour des compagnies brassicoles. OK? Donc, dites-vous ici qu'elle a connu une période assez difficile. Plusieurs acquisitions, grosses dettes. Maintenant, on se concentre ici sur le remboursement de la dette. Donc, c'est encore plus important parce que les taux d'intérêt augmentent. Sans compter également le bad buzz qu'on a eu ici avec la pub concernant Bud Light, qui est une bière très, très appréciée aux États-Unis. Maintenant, les volumes se sont effondrés. Bon, je vous laisse aller voir pourquoi. OK? Donc, c'est la croissance des revenus. D'accord? Ensuite, on va voir les marges de brut. Est-ce qu'elles sont stables ou croissantes? Elles sont plutôt décroissantes sur les dernières années. Si n'oubliez pas, les dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? L'augmentation du coût des matières premières. D'accord? Donc, on peut avoir quelque chose qui s'inverse sur les années à venir si l'inflation diminue. Ensuite, on a des EBITDA ici qui vont à peu près dans le même sens. Donc, on voit ici que pour le moment, on a perdu près de 9% ici par rapport à la moyenne qu'on avait au plus haut. Prêtez attention. OK? Prêtez attention. Est-ce que les net income et les free cash flow vont dans le même sens? On voit ici que c'est une entreprise qui a des free cash flow plus élevés que les net income. D'accord? Plus élevés que les net income. Assez intéressant. OK? Donc, la rentabilité réelle ici du business, ça sera au niveau des net income. C'est un business qui rapporte à peu près 9 milliards par an. Je dis bien 9 milliards par an. Les analystes s'attendent à peu près à ce que ce chiffre soit plus élevé dans le futur. On le prend ici. Tac, tac, tac. On va free cash flow, free cash flow, free cash flow. Où est-ce que tu te trouves, mon petit free cash flow? Alors, free cash flow, free cash flow. Alors, on s'attend à des free cash flow de combien pour le futur? Alors, ici. Donc, ne vous inquiétez pas, on va regarder ça. Où est-ce que ça se situe? Les free cash flow, voilà. On s'attend à des free cash flow au moins d'une dizaine de milliards sur les années à venir, peut-être même 13 milliards parfois. D'accord? Tout simplement parce que l'entreprise ici, la priorité, c'est le remboursement de la dette. Et comme vous pouvez le voir ici, la dette nette sur EBITDA, est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 5? Elle est à 3,6 et elle diminue. Elle diminue pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'EBITDA augmente ou c'est parce que la dette nette diminue? On voit ici que la dette nette diminue. Du point de vue EBITDA ici, qu'est-ce qui se passe? Volume d'EBITDA, est-ce qu'on a une augmentation des volumes ou bien une stabilité des volumes? On a plutôt une stabilité des volumes. Donc, l'EBITDA ici, la priorité sur le remboursement de la dette. Elle a également réduit le dividende, coupé le dividende entièrement ici, le temps de réduire la dette. Il ne s'agit pas juste de voir ici que oui, la dette est quand même de 100 milliards, etc. On vient de très loin. On avait une dette ici de 110 milliards. Et le tout n'est pas juste de regarder la dette comme ça. Il faut voir comment est-ce qu'elle est échelonnée dans le temps. Quels sont les taux d'intérêt derrière? Est-ce que la dette est à taux fixe ou à taux variable? Quels sont les covenants également? Donc, quand on parle de dette ici, il ne suffit juste pas de regarder dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Non. Parfois, une entreprise qui a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 10 peut avoir une dette très bien gérée. D'accord? Tout dépend de l'échelonnement du remboursement de la dette dans le temps, des taux d'intérêt, ainsi que des caractéristiques même de cette dette-là, taux fixe, taux variable, etc. Bref, je me répète, mais voilà. Vous comprenez en tout cas. Comme je le dis toujours ici, il peut toujours avoir des datas peuvent raconter deux choses au même moment. On peut avoir un effet positif et négatif. Un PER de 10 n'est pas forcément une entreprise sous-évaluée. Un PER de 150 n'est pas forcément une entreprise surévaluée. C'est un exemple. Donc, faites attention au ratio. Il faut déjà connaître la formule derrière afin de pouvoir reconstruire. Raisonnez toujours dans ce sens-là. D'accord? Ne vous abandonnez pas à la formule ou je ne sais pas quoi. Parce qu'une formule magique aucune formule magique n'existe. Donc ici, Budweiser, excusez-moi, je l'appelle Budweiser. Anheuser-Busch InBev, on voit ici que le retour sur capital investi est inférieur à 10%. Vous allez me dire, mais c'est nul! Mais non, les amis. Comme je l'ai dit, cette entreprise ici, c'est une entreprise qui, la croissance ici est essentiellement par acquisition, donc on a beaucoup d'intangibles. En réalité, le return on tangible equity est plus élevé que ça. On a quelque chose d'ici d'aberrant, les amis. Faites attention. Et je continue à penser que le retour sur capital investi ici est plus élevé que ce qui est mentionné ici. Donc, moi, je pense qu'on a quelque chose de plus élevé que ça. Donc, je le mets dans ma watchlist directement. On n'a même pas fini l'évaluation. Nombre d'actions. Ça augmente. Normal, on a fait des acquisitions ici, mais je pense qu'on va avoir tendance à racheter les actions ici. Questionnez à qui appartient Anheuser-Busch InBev. Je vous laisse là.
D'accord? À qui appartient cette compagnie? Regardez, lisez à peu près sur la personne qui a cette compagnie. Enfin, l'actionnaire majoritaire, qui il est? Comment est-ce qu'il se comporte généralement quand il fait l'acquisition d'un business? Et Anheuser-Busch InBev n'a pas fini de faire des acquisitions. On est en pleine consolidation ici du secteur brassicole mondial. D'accord? Donc, ce n'est pas fini. Actuellement, on digère une acquisition avant de se lancer sur une nouvelle. Parce que je pense qu'à un moment donné, elle voulait faire l'acquisition d'une autre compagnie qu'on appelle, je pense, c'est Sab... Ah non, je pense qu'elle a déjà fait l'acquisition de Sab Miller. Bref, allez, je pense que j'ai déjà mentionné sur une des vidéos ici. Donc, combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à payer pour ce genre de business? D'abord, on va réfléchir du point de vue rendement. Est-ce que c'est un business prévisible? Sur les dernières années, c'est un peu compliqué, mais dites-vous ici que c'est un business qui pourrait avoir tendance à remonter la pente très, très rapidement. Du point de vue free cash flow, je pense qu'on pourra avoir des free cash flow de plus en plus positifs dans le futur. En termes de forecasting ici, comme vous pouvez le voir, au niveau des free cash flow, on a quelque chose, on a combien ici? Voilà, on va se dire que c'est difficile à prévoir, mais je pense qu'il y a une bonne raison derrière. OK? Donc, c'est vraiment du 50-50 selon moi. Et mon raisonnement peut être que biaisé ici. Parce que j'ai déjà pris la peine de lire les rapports financiers sur cette compagnie-ci. Donc, faites attention, mon raisonnement peut être biaisé. D'accord? Parce que pour le moment, du point de vue chiffre, rien n'est encourageant. Bénéfice net en baisse, marge en baisse, ROIC en baisse, mais reconstruisez ces éléments, vous allez voir qu'on n'est pas si... On a peut-être quelque chose d'assez intéressant ici. Bref, je la considère comme un business value. D'accord? Donc, c'est un business correct, on va le dire comme ça. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 55 €, un business qui pourrait me rapporter 5 € d'ici 2026. Soit un rendement sur coût d'acquisition de combien? Vous connaissez la chanson, 8,9%. Ne vous inquiétez pas, elle a coupé le dividende. Gna, 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 gna. Oui, c'était une très bonne décision de couper le dividende parce qu'il faut avant tout rembourser la dette, fortifier le bilan afin de pouvoir se projeter dans le futur. Parce que le business principal en lui-même, je dirais, mis à part les problèmes avec Budweiser, qui est quand même un gros problème, parce que Bud Light se vendait extrêmement bien aux États-Unis. Suivez les volumes, suivez l'évolution des prix ici. Les changements des goûts de consommateurs également, à prendre en considération. D'accord? Donc, c'est un business qui va avoir tendance à perdurer dans le temps. Moi, en tout cas, je fais confiance à Abby. D'accord? Au prix actuel, je considère que cette compagnie est sous-évaluée. Et j'espère qu'elle va continuer à racheter les actions, distribuer un dividende ici. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Racheter les actions, distribuer un dividende, avant tout, priorité au remboursement de la dette. OK? Donc, maintenant, si ça vous intéresse, allez lire en profondeur sur ce genre d'entreprise. Et je pense que quand elle aura fini de rembourser la dette ici, ou bien atteint un niveau de dette assez correct ici, et surtout que la dette actuelle est à peu près gérable, dites-vous que il y a de grandes chances qu'on ait une revalorisation des multiples. Et si c'est le cas, je ne serais pas étonné de l'avoir à 20 fois les bénéfices, tôt ou tard. Et à 20 fois les bénéfices, c'est 55 $ au moins si on prend en considération la dette. J'ai pris ici, on me demande de payer 75 €. À 15 fois les bénéfices, ici, c'est 75 € moins la dette nette. OK? On va le voir ici, la dette nette, tu viens à quelle heure? N'oubliez pas, 25% de réduction sur FastGraph en passant par le lien d'affiliation en description de la vidéo. D'accord? Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous prenez le lien, vous tapez le code d'affiliation et correct. Vous pouvez avoir un avis très rapide sur n'importe quelle compagnie en passant directement par FastGraph. Mais attention, FastGraph, ce n'est pas la magie. Il faut toujours aller lire les rapports financiers si la compagnie vous intéresse. OK? Donc, n'oubliez pas, c'est très important. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Lisez vos rapports financiers parce qu'il n'y a pas de raccourci. Bon, ce n'est pas plus grave que ça. Mon FastGraph déconne maintenant. Je pense que l'ordinateur est un tout petit peu au ralenti. Peut-être qu'il est fâché parce que j'ai fait trop de vidéos en date d'aujourd'hui. Et ce n'est pas plus grave que ça parce que mon but maintenant, c'est de vous faire découvrir des entreprises intéressantes au prix actuel, dépendamment des secteurs d'activité. On va arrêter de tourner en rond sur les mêmes entités. Donc, désolé pour les Français. Mais c'est fini les affaires de Air Liquide et tous les machins tous les jours là. Et ce sont des belles compagnies, mais on en a tellement parlé aujourd'hui que voilà, je vais sacrifier les vues sur cette chaîne-ci, d'accord, pour me reconcentrer à peu près sur les entreprises intéressantes selon moi. Et on va plus parler d'entreprises nord-américaines sur les mois à venir, d'accord? N'en déplaise à ceux qui sont là depuis la nuit des temps. Mais voilà, vous comprenez que j'ai trop parlé d'entreprises françaises, ok? Et je n'ai aucun intérêt sur les entreprises françaises en date d'aujourd'hui. Il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Anglais, on a des Espagnols. Voilà, Clinica Baviera, ça fait des années on n'en a pas parlé. On a des Italiens, arrêtons de tourner en rond. On a des Suédoises, on a des Norvégiennes. Voilà, on va recommencer ici à redécouvrir les belles entreprises dépendamment ici de la zone géographique. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. PEA, il y a énormément de chaînes PEA. Allez-y voir le Next 5 actions extraordinaires dans le PEA ou je ne sais pas quoi, ou bien le PEA PME. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Mais moi, c'est bon là.
Je pense que j'ai atteint la limite pour moi. OK? Donc ici, maintenant, pour les mois à venir, uniquement si un abonné Top Premium me le demande, je peux faire des entreprises françaises, mais sur les jours à venir, parce que je vais d'abord terminer le SBF 120, d'accord? Et je reviendrai généralement sur les entreprises françaises chaque 6 mois maintenant, au lieu de revenir chaque 3 mois ou bien chaque 45 jours. Non. Maintenant, priorité aux entreprises nord-américaines et aux entreprises nord-américaines qualitatives. Toutes les entreprises que j'ai mentionnées précédemment, d'accord? Toutes les entreprises qui sont... Voilà, tu regardes cette vidéo, regarde les entreprises qui viennent avant, surtout dans le secteur ici de la boisson. Dis-toi que ces entreprises-là, si je les mentionné, c'est parce que je trouvais qu'aujourd'hui, ces entreprises-là méritent d'avoir une place dans n'importe quelle watch list. OK? Donc, on va se dire ici que nous avons une entreprise qui, certes, a des problèmes présentement, mais il y a de grandes chances qu'elle remonte la pente. OK? Ne me croyez pas sur parole. Comme d'habitude, lisez vos rapports financiers. OK? Merci. Au revoir.